Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikasa Sukasa. Installez-vous, nous allons une fois de plus décortiquer ensemble ce que nous avons d'essentiel, ce que nous avons d'important. Dans l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, nous avons bien entendu notre droit de regard sur ce qui mine notre actualité, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Donc, nous allons essayer de faire ce qu'on peut. Ok? Installez-vous, partagez, apprêtez vos tabourets, invitez les uns et les autres, ceux qui n'ont pas la notification, parce que c'est pas évident. Facebook a tenté par tous les moyens de me maintenir dans une sorte de mutisme, malheureusement. La vérité revient toujours à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Facebook a tenté de restreindre, si je peux dire, mon audience. Grâce à vous, grâce à votre perspicacité, à votre détermination, à votre engagement. Je ne dis pas que nous avons atteint 100% ce que nous espérons, mais nous avons commencé par faire tomber le mur de Berlin, ce qui est important, ce qui est intéressant. Alors, Mikasa Sukasa, un conseil, les moutons sont là, ne les regarde pas. Parce que ce que nous avons à dire est tellement important que si on perd son temps sur les moutons, on ne dira pas ce qu'on a à dire. Laissons-les, parce que le mouton, il ne mange que là où on l'a attaché. Il ne broute que là où il a été attaché. Donc, ils sont là. Ils vont savourer le visage de Keïta. Ils vont savourer la belle voix de Keïta. Ils vont savourer la connaissance de Keïta. Tout ce qui est à moi, de bien comme de mauvais, ils vont savourer parce qu'eux-mêmes, ils se sont attachés là pour regarder, pour écouter. Donc, il faut les laisser souffrir. Là où ils sont, les souffrent. Donc, laissons-les souffrir. Et, doucement. Nous allons parler de ce que une fois j'ai eu à le dire. Je remercie Dieu. Le président Kibaforé Soro Guillaume vient de me rejoindre dans ce que j'ai dit. Le président Kibaforé Soro Guillaume, comme d'habitude, Keïta a toujours une avance. Et on rejoint toujours Keïta. Je vous ai dit une chose une fois. J'ai dit, il y a deux personnalités politiques en Côte d'Ivoire. Par la magie des Ivoiriens, on a pu transformer leur nom en une doctrine, en une philosophie, en une vision, un esprit. Vous vous souvenez? J'ai dit il y en a deux, de tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, avant les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Hé, donne-moi une seconde. Tu veux sortir? Bon, tu vas sortir tout à l'heure. Donne-moi une seconde. À ce moment-là, tu es là, ton film, pour que tu sors. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux personnalités, deux imminentes personnalités. Deux imminentes personnalités en Côte d'Ivoire. Donc, ces deux imminentes personnalités, de par leur nom, ont vu naître des doctrines. Le fouettisme est une doctrine, est une philosophie, est une vision, un esprit. Une façon de faire la politique selon la vision du fouet. Matérialisée et caractérisée par la recherche de la paix. La paix à tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et à tout instant. Ensuite vient le soroïsme, le fouettisme et le soroïsme. Le soroïsme aussi s'inscrit dans cette même logique. C'est-à-dire la démocratie, la paix, la consolidation des acquis démocratiques. Si je peux parler de réconciliation, unité, retrouvailles, tout. Donc,
Donne-moi une seconde, je viens. Comme je l'ai dit, le fouettisme, le soréisme. Donc, le soréisme aussi est cette doctrine politique, cette vision politique. Comment faire la politique comment faire la politique tout en préservant les acquis démocratiques. On parle des soroïstes, donc le français est aussi simple que ça. Mon ami Anfad Ziki, tu vas fouiller ça partout, tu ne verras ça dans aucun dictionnaire. Mais c'est nous qui allons amener ça dans un dictionnaire. Le soroïsme, tel que le fouettisme. Vous parlez de soroïste, moi je parle de soroïsme. Et Soro, le 31 décembre, lorsqu'il s'adressait aux membres de Génération et Peuple Solidaire, il a développé, sans citer nommément, lorsqu'il parlait de la dissolution du GPS. Il dit, mais est-ce qu'on peut dissoudre le GPS? En parlant de ça, Soro a développé légèrement ce qu'il entend par le soroïsme. Le soroïsme, c'est cette politique qu'il essaie d'inculquer au GPS. Je rends gloire à Dieu. Je l'avais pourtant dit. Vous êtes pressé avec Keïta. Si vous mettez bas à terre, vous allez vous informer. Et vous allez être informé de beaucoup de choses. Donc, ensuite, nous allons essayer de, si on peut, hein, on va prendre pêle-mêle. Il n'y a pas un ordre chronologique établi. Hein. Tikendia, bien entendu, j'ai entendu plein de choses encore sur Tikendia. Bon, ben, si on peut, on en... Mais, on va décortiquer des éléments clés du soroïsme. Je ne parle pas des soroïstes. Je dis, on va décortiquer des éléments clés du soroïsme. Quand vous regardez ce que j'ai mis comme titre à ce direct, c'est le soroïsme. Une doctrine, une philosophie, une pensée, une vision. Donc, le soroïsme. Et maintenant, nous allons parler d'un mouton égaré. Un mouton égaré, un mouton perdu. Alors, quand vous le regardez, vous posez la question, est-ce que, si je peux me permettre, hein, si je peux l'appeler cet homme, je suppose qu'il en est un, vous posez la question, est-ce que celui-là, il a tout ce qu'il faut pour avoir la tête sur les deux épaules? Est-ce qu'il est normal? Mais par moment, vous le regardez, de par sa masse volumique, vous vous rendez compte que le taux de son coefficient intellectuel est pratiquement nul. Quand vous regardez sa masse volumique, vous vous dites le taux de ce qu'on appelle le coefficient intellectuel. Vous vous rendez compte que ce taux-là est pratiquement nul. Quand il parle, vous l'écoutez, par respect, vous allez peut-être prêter une oreille attentive, mais vous l'écoutez, il est bête. Excusez-moi du mot, mais c'est ça, il est bête. C'est-à-dire, et moi, ça me fait honte. Quand je regarde le RHDP, j'ai honte. Que le RHDP aujourd'hui ait un problème sérieux en termes de communication sur les réseaux, ça se comprend aisément. Quand vous avez des gens, des personnes, dont le bagage, pas forcément intellectuel, dont la compréhension des sujets est caduque. Des gens qui ne savent pas apporter une analyse vraiment qui permette aux militants et sympathisants de RHDP d'avoir, si vous voulez, une information crédible. Mais des gens sont nourris de mensonges. Je me rends compte aujourd'hui pourquoi au RHDP, beaucoup de militants sont encore
au stade d'animosité appelé mouton. Je comprends. Parce que ceux qui sont supposés être au devant, leur apporter la vérité, capables de faire des décryptages et des analyses assez responsables, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais reconnaître que la pertinence de ses idées vraiment sont à respecter. Mais on peut être d'accord avec quelqu'un par respect, par courtoisie, sachant bien que vraiment son niveau de débat est carrément nul. Et ce gars-là, il fait partie de ceux-là. Et je suis même étonné qu'un individu comme lui, après avoir lancé son ultimatum au RHDP, qu'il soit appelé par un responsable, je ne sais pas comment on appelle ce gars-là même là. Et il a été reçu, il paraît-il, à la présidence. Les gens ont fait des vidéos sur lui. Pour moi, je m'en fichais éperdument. Je m'en fichais éperdument. Mais il a dit, il a fait 2 sorties graves qui montrent la nullité et la nudité de son coefficient intellectuel. De la manière dont il est balèze. Il a un cerveau de moineau. Il ne sait pas réfléchir. Il ne sait pas analyser et il ment. Le pire, c'est qu'il ment. Attendez, je crois que j'avais voulu... non, attends, Mr. Soro, attendez. Soro, il faut attendre un peu. On va venir à toi. On va commencer avec l'abruti, là. Le gars non, M. Soro, attendez, on va venir au président. Partagez, hein, les gars. Partagez, faites monter le mercure. C'est dans ça on est arrivé. Voilà, donc attendez, vous entendez sa voix. Je peux pas être au pouvoir. Voilà. C'est le mouton là qui est là. L'animal qui est là. L'abruti qui est là. Voilà. Le gars. Bon. Moi, des analphabètes pareils, perdre mon temps parler d'eux, c'est leur accorder un crédit qu'ils n'ont pas. Parce que Keïta ne donne pas la parole à tout le monde sur son direct. Et ça, vous me connaissez pour ça. Un individu pareil, j'aurais pu ne même pas m'intéresser. Mais c'est parce que il est en train de faire des analyses qui sont graves. Graves. Alors, parce qu'il a été... je réfléchis en disant ceci. Parce qu'un certain Lasper, je crois, l'aurait reçu. Je dis aurait, je n'étais pas là-bas. Donc je conditionne en disant aurait. Il paraît qu'il y a un certain Lasper qui l'aurait reçu à la présidence. Avec quelle instruction, je ne sais pas. Alors donc le monsieur, il sort. Il devient violent. Il devient... Mais encore, dans la violence du langage, si on est dans la vérité. Si on dit ou on tient des propos cohérents. Quand on fait une analyse perspicace, des analyses percutantes. Mais ce monsieur-là, je vous jure, c'est-à-dire, à la place de son cerveau, on dirait c'est un grain de sable. Quand vous l'écoutez. Bon, je parle trop. Je vais vous ramener sur la première réflexion qu'il a faite. Attends ça, attends. Mais je voudrais répondre manifestement à ces personnes, ça fait 2 jours. Oui, attends. Qui donnent des médicaments à une population, l'arrestation de tous les acteurs de l'opposition de 2020. Attendez. Voilà un animal, une abruti. Partagez les gars, faites monter le mercure, comme l'a dit l'autre. Faites monter le mercure. Voilà un animal, une abruti, un irresponsable, un illettré. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas parce que je parle la langue de Molière que je comprends le français. Il y a comprendre le français et parler le français. On peut parler le langage au courant du français, le français de la rue, sans comprendre le français soutenu, le français académique. Et celui-là, parler le français, c'est être capable d'avoir un raisonnement logique soutenu par un français académique. Et le raisonnement soutenu, quand on vous écoute,
la logique de votre pensée, l'orientation de votre, je peux dire, de votre analyse permet aux gens de dire, je ne suis pas d'accord avec lui, mais ce qu'il dit est vrai. Il y a la logique, il y a de la vérité dans ce qu'il dit. Je dis bien, il y a de la vérité dans ce qu'il dit. Je ne dis pas que ce qu'il dit est une vérité absolue. Donc ça encore, c'est pas ça. Mais ce monsieur-là, c'est une merde, c'est une pourriture. Intellectuellement, c'est une pourriture. Moralement, c'est une merde. Et je ne sais pas comment un gars comme ça peut être reçu à la présidence de la République par les responsables du RHDP. Est-ce que c'est des ignares comme ça là qu'on entretient? Alors donc, à peine il sort de cette rencontre, je crois bien, et il pond une bêtise pareille. Et pour lui, il se bat trop pour le RHDP, son mérite n'est pas reconnu. Il n'a pas de travail. Il veut travailler. Ce n'est pas normal que tu sois dans l'eau et que tu ne sois pas mouillé par l'eau. Donc, il a dit tellement de choses, mais je vais vous laisser d'abord. J'ai toujours dit une chose. Quand vous faites vos publications, je ne parle pas de vous, mais je parle de mes opposants. Quand ils font leurs publications, mon plus grand souhait, c'est de ne pas tomber sur leurs publications. Et si je tombe sur leurs publications, je souhaite tout simplement que leurs publications soient à la hauteur. Je souhaite tout simplement que leurs publications soient de niveau indiscutable. Mais quand je tombe sur une publication d'une merde pareille, même si je veux passer à côté, la conscience morale me tire en arrière. Même quand je dis c'est bon, ça ne vaut pas la peine de donner mon temps d'antenne à une merde, à un individu pareil, on me dit non, 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 il y a la vérité, tu dois dire. Alors donc, si vous avez des amis à RHDP, balancez là-bas. Si vous connaissez l'ASPR, balancez sur sa page. Vous connaissez le président de la République, envoyez. Vous connaissez les trucs WhatsApp, envoyez. Vous avez des groupes, envoyez. Vous avez des connaissances, envoyez. Envoyez seulement. Chaque fois qu'il y a quelque chose vient en esprit, j'ai envoyé. Ce n'est pas à cause d'une merde pareille qu'on va détourner notre argent public. Ce n'est pas à cause d'une merde pareille qui ne peut même pas tenir. C'est-à-dire une analyse aussi simple que possible. Mais vous allez l'écouter avec moi. Je ne vais pas perdre mon temps parce que son intervention ici, ça fait 11 minutes. Je ne vais pas lui donner le temps de 11 minutes. C'est lui accorder trop d'importance. Je vais prendre juste quelques petits passages que vous allez écouter et que nous allons ensemble décortiquer. Si une merde pareille mérite que le RHDP soit, disons au passage, tremble pour lui donner. Alors si c'est des gens comme ça qui sont RHDP, mes amis, allons dormir. Il n'y a pas de débat. Parce que qui va perdre son temps à contrarier un individu comme ça tous les jours? Je le fais aujourd'hui pour une fois. On va l'écouter. C'est simple. Le voilà qui est là. Le mouton, il est là. On va l'écouter. La procédure dans laquelle le procureur Richard Adou est engagé est une procédure qui aura pour finalité l'arrestation de tous les acteurs de l'opposition de 2020. Notamment M. Henri Konan Bédié, M. Pascal Afin-Guessan, M. Mabri Touakeus, tous les messieurs qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que Bédié s'est autoproclamé président de la République alors qu'il n'est pas parti à des élections. Bédié a refusé d'aller au... Bon. Est-ce que parce que on veut être dans les bonnes grâces du pouvoir, est-ce qu'on a besoin de mentir? Là, déjà, je n'ai même plus besoin de continuer. Monsieur Bédié s'est autoproclamé. Maintenant que moi je parle de cette merde, cette pourriture intellectuelle, j'ai une preuve pour vous montrer les erreurs qu'il a commises. La preuve, c'est la vidéo qu'il a produite. Est-ce qu'il y a une vidéo de Bédié qui s'autoproclame? Est-ce que vous avez entendu Adou Richard dire que Bédié s'est autoproclamé? La mise en place de ce qu'on appelle le Conseil national de transition ne veut pas forcément dire
que c'est Bédié qui sera. Mais on va encore continuer à l'écouter. Donc, première erreur, gardez à l'esprit, il dit Bédié s'est autoproclamé. Voilà ce qu'on lui dit à la présidence de dire à nos parents. Voilà ce qu'on lui dit à la présidence de dire aux Ivoiriens. Voilà ce que l'ACPR demande à ce mouton, à cette brute, à cet analphabète, à cet ignorant, de donner comme information. Est-ce que honnêtement, ça c'est l'esprit qu'il faut pour un pouvoir, gouvernement 20 ans. Est-ce que ça là, c'est l'esprit de la réconciliation? Est-ce que ça là, c'est l'esprit de la cohésion? Personne n'a peur de faire face à la justice. Mais allons devant la justice avec des éléments de vérité, des éléments concrets, des preuves tangibles, des preuves irréfutables. Allons devant la justice avec des preuves irréfutables de la culpabilité des soi-disant accusés. Est-ce que ici, le fait de dire, non mais attention, 13 millions, est-ce que vous avez la preuve qu'ils ont donné 13 millions? Quand Alpha Yaya a reçu les milliards, là, il n'a pas montré devant tout le monde, lui il a montré 13 millions. C'est comme ça, vous-même, vous emportez l'intoxication. Il ne faut pas venir dire 13 millions ici, là, même si je suis d'accord avec toi-même. Tu n'as pas vu. Est-ce que tu as vu? Depuis que j'ai commencé à parler du gars, est-ce que moi j'ai parlé de 13 millions? Je ne parle pas parce que je n'ai pas vu. Ce que je n'ai pas vu, je ne parle pas de ça. Donc, ce que tu n'as pas vu, ne parle pas de ça. S'il te plaît. Donc, attendez-moi. Partagez, je vous en prie. Dites ce que vous avez vu. Ne venez pas me parler de 13 millions ici parce que vous n'avez pas vu 13 millions. Il vous a montré son numéro de compte avec 13 millions. Il vous a montré les 13 millions en espèces. Vous avez vu les photos, vous avez vu les images, vous avez vu la vidéo. Ne venez pas dire ici. Dites seulement ici, Ablo, l'homme fort. Ça va? Hey, on doit se parler. Toi, tu disparais toujours, tu ne prends pas l'appel des gens là. On va se voir. Je vous ai dit, vous n'avez pas vu les 13 millions. Moi, faire les 13 millions, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous avez la preuve qu'il a reçu 13 millions? Vous avez vu les images de 13 millions? Vous avez vu les photos de 13 millions? Ici, là, on ne parle que ce qu'on a vu. Ici, on ne parle que du concret. J'aurais pu moi parler, j'ai entendu parler des 13 millions. Est-ce que j'en ai parlé à mon introduction? Non. Donc, ce que je n'ai pas vu, je ne parle pas de ça. Personne ne peut ici dire, si quelqu'un a la photo des 13 millions, je vous en prie, on veut tous regarder. Amenez la photo. Envoyez-moi la photo, puis je vais publier. Il n'y en a pas. Alors, voilà une merde, une brute, à qui on dit il faut faire ça. Quelqu'un qu'on envoie en mission. Mais ce que les gens oublient, même si c'est la Côte d'Ivoire, voilà des idiots qui ne savent pas où il faut mettre les pieds. Des gens qui seront du jour au lendemain, Alassane Ouattara n'a pas d'amis. Des gens que Ouattara ne reconnaîtra même pas. Des gens que Ouattara va ignorer. Et un gars comme lui, un gars comme celui-là, moi j'ai dit à l'opposition, ne jouez plus. Ouattara, actuellement, il veut utiliser tous les moyens. Vous aussi utilisez tous les moyens. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Une merde pareille. Porter plainte pour diffamation, pour manipulation, pour mensonge. Donc, il faut tout. Merci beaucoup. Il faut pas donner le temps à des merdes pareilles. Lui, il parle. Mais accuser quelqu'un de vouloir déstabiliser un pays, c'est une accusation grave. C'est une calomnie. C'est dangereux. Et le président Bédié, malgré son calme, moi, je ne demande pas au président Bédié d'être assis, regarder des merdes pareilles, des pourritures pareilles. Un gars, par exemple, il passe à côté de toi, il pue la merde. Un gars qui ne sait même pas s'entretenir corporellement parlant. Ceux qui le connaissent peuvent témoigner. Un gars comme ça, on n'a pas besoin. Bédié ne doit pas permettre à une merde pareille de l'insulter et sans pour autant apporter la réplique. Il appartient au PDCRDA de porter une plainte. Je le dis, et contre Abdou Richard et contre cette merde-là.
Parce que si c'est ce que Ouattara veut, mais que des multitudes de plaintes soient posées, Ouattara va se poser, mais les gens vont se poser, mais quel est ce pays, toujours il y a des plaintes, les gens, mais ne sont pas... L'objectif n'est pas qu'on ait un procès, parce qu'on n'aura pas ce procès, mais l'objectif c'est de dénoncer le pouvoir de Ouattara. L'objectif c'est d'attirer l'attention du monde sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. On va continuer d'écouter cette brute-là. L'élection, c'était son droit d'aller ou de ne pas aller. C'était son droit. Mais en plus de refuser de participer aux élections, il constitue un gouvernement de transition. Alors que vous savez que le coup d'État n'est pas autorisé par la Constitution ivoirienne. Alors, celui qui organise un coup d'État... Bon, quand vous écoutez une logique pareille, écoutez le français, c'est à cause d'un français comme ça, là. C'est à cause d'une analyse comme ça que le RHDP tremble. Eh Allah! Une merde pareille, RHDP donne 5 francs, même lui là. Même ce gars-là, moi je ne peux même pas le prendre, viens nettoyer ma voiture. Il n'a même pas le verbe. Il n'a même pas l'éloquence. Il n'a même pas ce qu'il faut. Il dit gouvernement de transition. Qu'il nous donne la liste de ce gouvernement-là. Qu'il nous donne ceux qui faisaient partie de ce gouvernement. Nous-mêmes qui étions en plein dans cette histoire de CNT, je fus l'une des premières personnes à dire que le système était mal ficelé. J'étais l'une des premières personnes à dire que le système a été mal mis au point. Nous savions tout, mais c'est dans la précipitation. Et moi, je le dis, c'est Pluchery Gallet qui a poussé l'opposition à sortir. Sinon, l'opposition était dans une sorte de mutisme. Ils étaient là, ils regardaient, mais ils ne voulaient pas. C'est Pluchery Gallet qui a poussé l'opposition à sortir, en un mot. Il n'a jamais été question d'autoproclamation de président ou de constitution de gouvernement parallèle. Non, pas du tout. Alors, peut-être que notre ami, il est dérouté, il est déréglé, il est déboussolé. Peut-être qu'il a encore la compassion de Gbagbo Laurent dans les veines. Peut-être qu'il se rappelle du gouvernement parallèle d'Alassane Ouattara qui a été créé à l'hôtel du Golfe. Peut-être que c'est l'hôtel du Golfe qu'il veut réadapter à la situation d'aujourd'hui. C'est Ouattara qui a constitué un gouvernement parallèle. Et ce gouvernement a été présenté au monde entier. Il y avait 2 gouvernements. Ouattara s'était proclamé président à travers Youssouf Bagayoko. Il a constitué un gouvernement. Soro Guillaume était son premier ministre. Laurent Gbagbo était président à travers Yaoundé. Il a constitué un gouvernement et c'est, comment on appelle, Maître Akpo Ndré qui était son premier ministre. Bon, si c'est à ça qu'il fait allusion, on peut comprendre. Mais qu'ils nous disent qui était le premier ministre de ce gouvernement des transitions qui a été créé. Alors, moi, je ne sais pas sur quelle base. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, au pays des aveugles, le borgne roi. Une merde pareille, il ne peut pas avoir sa place au GPS. Il sera lui-même frustré, il sera lui-même... Au GPS, il y a des jeunes gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils sont les premiers à le reconnaître. Mais ils ont une intelligence, une façon de décortiquer. Ils ont cette capacité d'analyser qui vous laisse sans mots. Vous le regardez, vous êtes étonné. Mais celui-là, non seulement il parle un français d'à peu près, mais sur le plan structure, sur le plan mise en place, sur le plan conception, sur le plan analyse, décryptage, il est nul. On va continuer. Ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est à la présidence qu'on lui a dit de dire ça. Mais, il y a quelque chose qui... Il nous dit Bédié s'est autoproclamé, sans aucune preuve. Deuxièmement, un gouvernement parallèle, un gouvernement de transition a été créé sans, en une fois de plus, apporter la moindre preuve. Écoutons d'écouter, continuons de l'écouter. Celui qui organise un coup d'État pour prendre le pouvoir, celui-là fait l'objet d'une trahison envers l'État. Donc Bédié a trahi la Côte d'Ivoire. Bédié a trahi le gouvernement. Et en formant un gouvernement de transition, en essayant de devenir président de la République de force, Bédié s'est rendu coupable d'un coup d'État. Et ce coup d'État-là ne peut pas passer, qu'on appelle impuni.
Ce n'est pas parce qu'au nom de la réconciliation, le président Alassane Ouattara a permis à Bédié de retrouver la liberté que la justice ne va pas travailler. Gbagbo est parti en prison, il gère tout la CPI. Wouh! Partagez les gars, faites monter le mercure. Alors, comment... Bon, je vous ai toujours dit une chose, quand je fais une analyse, je ne tiens pas seulement des propos, mais il y a ce qu'on appelle aussi le comportement corporel, c'est-à-dire l'attitude, les mouvements, les réflexions, comme on appelle les gestes et autres. Quand vous le regardez, vous avez l'impression, j'ai dit bien, regardez bien, j'ai partagé. Allez prendre et regarder. Vous avez l'impression qu'on a rédigé les grands points qu'il doit discuter. Mais comment Abdou Richard sort, il s'attaque à Bédié sans apporter la moindre petite preuve, tout en ignorant le principe de la violation constitutionnelle, le mépris de la Constitution dans son article 183, le mépris de la Constitution dans son article 55, le mépris de la parole donnée, le mensonge. Abdou Richard, il oublie tout ça, il sort, il attaque l'opposition. Nous, on dit, on a compris. On n'a pas de problème avec ça. Mais la réalité, elle est où? Et lui, il sort, poussé par le RHDP, sans réfléchir, il croit aider ici Abdou Richard. Il croit aider ici, mais il oublie une chose. Donc, voilà un analphabète. Mais, comment comprendre cet homme-là? Comment comprendre toute cette... revenons en arrière. Revenons ici. Oui. Attends, ça, il faut t'aider. Il faut voilà ici. Voilà ici. Attendez. Ce n'est pas normal Écoutez ici. que j'apporte mon soutien au président de la République et j'ai des problèmes. Même les réunions de famille, la grande famille. Alors moi, Kei, aujourd'hui, je souffre avec tout ce que je fais pour le président Alassane Ouattara, avec tout ce que je fais pour le RHDP. Je suis blâmé par ma famille. Mes frères ne veulent plus, il y a beaucoup de frères même qui ne veulent plus me voir. Les gens ne veulent pas me sentir. Kei, toi, tu es RHDP et on ne peut pas t'aider. Tu dis que tu veux soutenir Alassane Ouattara, il faut aller à Alassane Ouattara, va te donner ce que tu veux. Vous connaissez les gens de l'Ouest, vous êtes en Côte d'Ivoire avec moi. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui veut m'aider, on dit que je suis avec Alassane Ouattara. C'est que je ne comprends pas. C'est que je ne peux pas soutenir Alassane Ouattara et puis mendier. Alors aujourd'hui, je suis devenu un mendiant. Donc, il faut mentir. Donc, par rapport à cette vidéo, vous allez suivre, c'est une logique. Donc, par rapport à ça, il est obligé de dire ce que vous avez entendu. Ce n'est pas fini. Continuons de l'écouter. Je suis obligé de plaider, demander aux gens de me venir en aide. Et je dis, trop, c'est trop. Et moi, particulièrement, si cette année-là, la direction du RHDP ne prend pas l'engagement de m'aider, parce que je dis, mais c'est facile pour la direction du RHDP d'aider certaines personnes qui demandent à être aidées. C'est là que je suis en train de dire, là, ça n'a rien à voir avec conviction politique. Quand on parle, il y a des gens qui disent, non, toi, tu n'as pas de conviction, que toi, tu cherches à manger. J'ai dit, on ne peut pas être dans l'eau et puis ne pas être mouillé. Moi, j'ai pris l'engagement de plonger dans l'eau. J'ai pris l'engagement de me jeter dans l'eau. Mais ce n'est pas normal que je sois dans l'eau et puis je ne suis pas mouillé. Bon, parce que moi, voilà, vous avez entendu, non? Je suis sans emploi. Voilà, on va revenir ici. Alors, il y a une autorité qui vient de m'appeler. Vous voyez, je suis bien habillé. Hein. Je vais porter mon costume. Donc, je vais au rendez-vous. Je m'avais comme ça à un rendez-vous. Il y a une autorité qui veut me voir. Donc, prier Dieu pour que ça marche pour moi. Et que cette année-là soit la dernière année de chômage. Olivier, je suis bien habillé. Voilà, donc, c'est ici, quand il partait là, il a dit qu'il allait voir une autorité. Et il vient, vous avez entendu 13 millions. Vous avez vu les 13 millions? Vous avez vu les 13 millions? Non. Est-ce que lui, là, il connaît RHDP? Lui, là, il connaît RHDP? Est-ce qu'il connaît l'homme qu'on appelle Diaby Lanciné? Diaby Lanciné est où aujourd'hui?
Ahmed Bagayoko est où aujourd'hui? Est-ce qu'il connaît RHDP, lui, là? Il connaît Ouattara. Donc, il a parlé. Il va rencontrer une autorité. Alors, comme il rencontre l'autorité, après la rencontre avec l'autorité, la population de se soigner, de se nourrir. Voilà ce qui sort. Sauf avec le président Alassane Ouattara et ses collaborateurs. Voilà. L'SPR, qui était un collaborateur du président Alassane Ouattara, n'a pas encore fini avec des dons. Parce que chaque jour que Dieu fait, il réfléchit à venir en aide aux populations. Et je voudrais donc vous présenter ce petit extrait. Où je vais vous présenter ce petit extrait de la journée d'aujourd'hui à Korogo. Vous voyez l'ASPR. Je vais essayer donc de réduire ma photo pour que vous puissiez voir l'homme en train de faire des dons à la population. Oui, l'homme généreux. Et c'est ça, les cadres du RHDP. Alors, dans ce pays, montrez-moi une vidéo d'un cadre qui distribue de la nourriture. Vous voyez, des femmes sont en rang. Et des gens viennent de partout pour profiter donc de ces dons-là. Oui, parce que l'ASPR ne peut pas comprendre que... Bon, c'est celui-là c'est ce soi-disant l'ASPR qu'il allait voir. Et c'est dans ça. Et... Il ne faut pas que quelqu'un va croire que Bédié est au-dessus de la loi. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, qu'il est vieux, on ne peut pas le mettre en prison. Un vieux même qui fait de mauvaises choses, on peut l'arrêter. C'est pas parce que tu es vieux, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça, oui, il dit qu'il est trop vieux. Vraiment, ils vont parler comme ça, mais ils vont le laisser. Il a dit, voilà, donc comme quelqu'un vieux, non, il peut faire ce qu'il veut. Bon, ce qui est intéressant, c'est pas tout, hein. C'est pas tout. C'est pas tout, hein. On ne peut pas comprendre qu'il est le représentant. C'est pas fini, hein. Je n'ai pas voilà. de l'Afrique. Maintenant, venez ici, hein. Problème en Afrique. Est-ce que M. Assimi Goïta, il est différent des djihadistes? Quand vous regardez ce voyou-là, ce monsieur-là, ce voyou-là, est-ce que quand vous le regardez, entre lui et les djihadistes, il y a une différence? Quelqu'un qui prend en otage un chef d'État, quelqu'un qui dissout la constitution d'un État, quelqu'un qui s'autoproclame président de la République sans aller à une élection, quelqu'un qui, en espace d'une année, réussit à faire 2 coups d'État. Où est la différence entre lui et un djihadiste? Il n'y a aucune différence. Parce que le djihadiste aussi veut dissoudre la constitution. Bon, regardez, regardez le mouton, regardez le mouton, une bonne fois. Regardez l'animal, l'abruti. Bon alors, on revient. Keïta, il est serein et imperturbable. Je vais maintenant vous parler. J'ai fait passer un certain nombre de vidéos où l'analphabète moral et intellectuel a étalé sa nullité. Tout le monde a des problèmes. Vous croyez que Keïta n'a pas de problème? J'ai un de mes petits frères qui est connecté en ce moment. Il sait, tout le monde a des problèmes. Mais il n'y a pas un seul jour où ma famille m'a dit, ah, parce que tu soutiens tel ou tel, parce que c'est comme ça, va gérer ton problème. On ne m'a jamais dit ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous menez un combat, si vous n'êtes pas dans la noblesse du combat, en d'autres termes, si vous n'êtes pas dans la vérité du combat, évitez de vous afficher d'une certaine manière, parce que la vérité finira toujours par vous rattraper. La vérité finira toujours par rattraper le mensonge. Cet individu, ni foi ni loi, qui n'a aucune, je peux dire, aucune morale et qui ne comprend pas ce que c'est que réellement la vérité, il se met là. On lui dit va et puis il va. Alors que Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc il va, il parle. Il a parlé. Il a attaqué Bédié. Mais ce qui est intéressant ici, partagez les gars, faites monter le mercure. Faites monter. Montez rapidement. Ce qui est intéressant ici, je dis bien ce qui est intéressant ici, il dit Bédié a fait ça. Mais il n'explique pas pourquoi les choses, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais ça, lui demander cela, c'est trop lui demander parce que son intelligence n'est pas assez cultivée à ce niveau. Donc on ne peut pas lui dire de faire ça. Il n'en a pas. Deuxièmement, il s'attaque à un pays, il s'attaque à une institution, il s'attaque au président Assimi Goïta.
J'attends que les gens sortent parce que moi, je vous ai toujours dit que je suis fier d'avoir des origines maliennes. Je suis fier et c'est le seul pays au monde dont l'or qui est sorti du sous-sol malien, c'est l'or là qui a servi à orner pratiquement toutes les grandes mosquées de la Mecque, là où les gens vont accomplir le 5e pèlerinage de l'histoire. C'est une fierté pour moi. Une grande fierté pour moi. Deuxièmement, Assimi Goïta, comme il est idiot, on va lui donner un petit cours de géopolitique, un petit cours d'histoire. Assimi Goïta n'est pas sorti comme ça. C'est la même chose qui s'est passée au Soudan. C'est la même chose qui s'est passée en Algérie. C'est la même chose qui s'est passée au Liban, en Syrie, dans bien d'autres pays. La population est sortie. La population a manifesté son ras-le-bol compte tenu de ce que subissait. L'idiot qui est là, il oublie une chose. Les soldats qui sont au front, ce sont les maris, les époux, les papas, les frères, les amis de quelqu'un. On ne peut pas continuer à regarder sans agir, assister à la mort de ces personnes-là chaque jour par des soi-disant terroristes sans que rien ne soit fait. Et en même temps, on assiste à une forme de gabégie à Bamako. C'est-à-dire, les gens sont en train de mourir au front pendant que les privilégiés du pouvoir sont en train de dilapider l'argent. La population s'est révoltée pendant des mois et des mois. Ensuite, l'armée est venue pour parachever. Alors, comme il est tellement inculte, idiot, je suis sûr qu'il n'est pas allé suffisamment à l'école, sinon il aurait dû lire qu'il a toujours été dit que l'armée est venue pour parachever l'œuvre de la population. Donc, c'est une révolution. Deuxièmement, quand on fait un coup d'État, c'est par rapport à un objectif. Et ils se sont rendus compte que la première transition qui a été mise en place avec le Mbadao, le Mali ne se retrouvait pas. Donc, ils ont demandé tout simplement au président de la transition de démissionner pour que la trajectoire de la transition soit rectifiée. C'est pourquoi on a parlé de rectification de la transition. Et depuis qu'ils sont venus au pouvoir, je vous invite aujourd'hui, un ignare, un analphabète, un idiot pareil, pour moi, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la bouillabaisse. Pour moi, c'est quelqu'un qu'il faut vomir intellectuellement et moralement. Quand Assimi est venu au pouvoir, le Mali a retrouvé sa dignité. Les gens n'ont pas compris. On dit, oh, la communauté... Mais quand vous dites communauté internationale, qui vous appelez communauté internationale? La Russie fait partie de la communauté internationale et aucune sanction au niveau des Nations Unies ne sera prise tant que la Chine et la Russie sont du côté du Mali. Donc, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Mali a déjà une garantie. Qui on appelle communauté internationale? Ce que la France a manipulé pour produire un communiqué. Ah d'accord, il y a un communiqué qui a été produit. Écoutez, Macron, pour la première fois, un président africain a osé dire au président français, je ne te recevrai pas à l'aéroport. Toi, tu n'as jamais reçu les chefs d'État africains à l'aéroport. C'est au pied de l'Élysée, à la porte de l'Élysée que tu les reçois. Donc, j'enverrai mon premier ministre te recevoir à l'aéroport et tu viens à Koulouba, je te reçois à la présidence de la République. Est-ce que ce seul geste a permis de restaurer la dignité, en tout cas, non seulement du peuple malien, mais de tous ceux qui se reconnaissent dans ce combat noble que nous menons depuis des années. Emmanuel Macron a vu qu'il a été pris, puisque c'est lui qui a demandé à être reçu. Assimi aurait pu dire non. Il n'y aura pas de ministre à l'aéroport. Tu viens à Koulouba, on discute. Et l'agenda a été donné par l'agent de pouvoir. Macron a regardé, il ne pouvait pas. Mais pour sauver la face, que fait Macron? Macron demande à Christian Roch Kaboré de Burkina Faso. Il dit non, non, nous on n'a pas les moyens de vous recevoir en 48 heures, on ne peut pas. Donc le Burkina a dit non. C'est quand le Burkina a dit non que l'annulation du voyage de Macron a été officialisée par l'Élysée. Un idiot pareil, il ne comprend pas. Pendant que Assimi Goïta met Macron au pas, lui, son président Alassane Ouattara, qui prétend voir présenté comme un demi-dieu.
Combien de temps Ouattara va traîner à Paris? Combien de jours Ouattara traîne à Paris? Combien de centaines de millions de nos francs Ouattara a investi dans les mécènes juste pour que ceux-là puissent demander à Macron de le recevoir? Assimi Goïta qui est un putschiste et ton président Ouattara qui viole la constitution. Quelle est la différence? Assimi Goïta est venu à la demande du peuple malien restaurer la dignité du peuple malien. Alassane Ouattara, contre la volonté de son peuple, contre la volonté constitutionnelle, contre toute forme de logique juridique et légale, il a violé la constitution. Assimi Goïta n'a pas tué pour venir au pouvoir. Alassane a tué pour venir au pouvoir. Je ne parle pas de plus de 3000 morts de 2010. Non. Je parle d'Amadou Gon Coulibaly qui l'a sacrifié. L'idiot ne le sait pas peut-être. L'animal qui est là, il ne le sait pas. L'idiot qui est là, l'abruti qui est là, le déraciné malade et intellectuel, le constipé moral, il ne le sait pas. Ouattara n'a-t-il pas liquidé Gon Coulibaly lorsque les médecins de Gon ont demandé que Gon soit déchargé du travail? Ouattara a bombardé Gon de travail. À peine Gon arrive, une semaine, il passe. Tout le monde savait que Ouattara avait sa main dedans, mais qui a osé parler? Quelques mois après, Ahmed Bagayoko passe. Avant, c'était Ouattara. Est-ce qu'Assimi Goïta a eu besoin de liquider un de ses collaborateurs avant d'arriver au pouvoir? Non. Ils ont demandé à Bandao et à Mokhtar Ouane de rendre le tablier parce que ce n'était pas la trajectoire. Vous faites un coup d'État avec le soutien de la population parce que le peuple a donné une orientation à sa lutte et à son combat. Vous venez parachever ce combat-là. Est-ce que vous allez suivre le peuple ou bien vous allez vous-même vous imposer votre propre agenda? Évidemment, les gens sont en train de commettre une erreur au niveau du Mali et je le dis devant tout le monde. Je le dis souvent, je ne suis pas bien compris ou mal compris, je le dis. Lorsque la communauté internationale, je n'ai pas encore fini le mouton, par rapport à la CEDEAO a essayé d'imposer un agenda au Mali, c'est-à-dire les élections au plus tard en février 2022. Ce calendrier aurait pu être maintenu si Mokhtar Ouane et son président Bandao n'avaient pas décidé de suivre une autre voie. S'ils n'avaient pas décidé de suivre un autre chemin. S'ils avaient décidé de suivre le chemin qui avait été dessiné. Mais les gens se sont rendus compte que Bandao venait prendre ses instructions à Paris. Et chaque fois qu'il prenait ses instructions à Paris, on notait un genre de comportement en lui qui était inacceptable. Bandao n'était pas là pour faire ce qui lui avait été demandé. Mais dès que Assimi Goïta a pris les rênes du pouvoir, Choguel Maïga, comme Premier ministre, tout le monde voit les résultats sur le terrain. Tout le monde voit le résultat sur le terrain. Tout le monde voit ce qui se passe au Mali aujourd'hui. La CEDEAO est venue à plusieurs reprises. Ils ont dit non, nous on ne vous répondra pas, on donnera la parole au peuple. Le peuple qui a mené le combat pour le changement, c'est ce peuple-là qui va se... alors, je vois encore un rejeton qu'on appelle Issa Kaoudim, qui est une honte pour sa génération, une honte pour la classe politique malienne, une honte pour l'opposition malienne. Un gars qui criait le nom d'Assimi Goïta, l'imperturbable patriote Assimi Goïta, blablabla. Parce qu'aujourd'hui, lui, Issa Kaoudim, il a été pris la main dans le sac en une sorte de flagrance délit. Parce qu'Assimi Goïta n'est pas prêt à faire de la magouille. C'est pourquoi je vais interpeller Assimi Goïta. Assimi Goïta, peut-être que c'est au temps de Bandao que notre collaborateur, le collaborateur du président Kibafouré Soro-Guillaume a été arrêté au Mali. Aujourd'hui, tu as pris les rênes du pouvoir et tu as dit tu veux la justice. Rendez justice. Soit il est coupable de quelque chose, il fait face à la justice, soit il est libéré. Nous allons commencer cet autre combat parce que vous ne pouvez pas le maintenir indéfiniment en prison sans savoir pourquoi. Le même Alassane Ouattara qui est en train d'asphyxier le Mali,
au mépris de la loi et de la justice, c'est ce même Alassane Ouattara qui avait demandé l'arrestation de notre compatriote. Mais aujourd'hui qu'on nous dise, s'il est encore en détention au Mali, ce qu'on lui reproche, sinon qu'il soit libéré. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Alors donc, nous revenons pour dire ceci. Lorsque vous avez un animal pareil, une merde pareille. Le djihadiste veut prendre aussi le pays sans aller à une élection. Le djihadiste veut aussi devenir chef d'État. Quelle est la différence donc entre Assimi Goïta, qui fait un coup d'État et 2 coups d'État, et qui devient président sans aller à une élection? Il n'y a aucune différence. Bon, quand vous y regardez une merde pareille, un torchon pareil, vraiment un déchet toxique pareil, qu'est-ce que vous devez retenir? Alors, pour sa gouverne, vu qu'il n'a pas l'éducation et il n'a pas le niveau qu'il faut, mais je vais cependant essayer d'informer les uns et les autres qui ont peut-être pu être intoxiqués par cette pourriture. 1. En 1993, Alassane Ouattara, sans aller aux élections, voulait s'accaparer les réalités du pouvoir. Si je mens, je veux un seul Ivoirien venu dire que ce que tu dis est faux. Et moi, ce sera mon dernier, comme on appelle, ma dernière intervention sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin de mes jours. Vous n'allez plus jamais me voir. Un seul Ivoirien qui dit je détiens la vérité, ce que tu dis n'est pas vrai. Une seule personne. Et à partir d'aujourd'hui, plus jamais vous n'allez me voir sur les réseaux sociaux. Je mets un terme à tout. Il n'y en aura pas. Parce que moi, contrairement à une merde pareille, je vais vous montrer quelque chose. Faites monter le mercure, les gars. Ça tarde un peu. Faites monter le mercure. 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 Il n'est plus de ce monde. Il est parti. Mais je crois que... Voilà. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Non. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça, ça. Voilà. Pourquoi moi, je suis un homme de la... Écoutez. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny... Écoutez, hein. Le même Ouattara, qui était premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord, est-ce que vous avez entendu? C'est l'application de la Constitution. Oh, attends, M. Fologo, paix à ton âme. Est-ce que vous avez entendu? Voilà un maudit comme ça, qui ne sait même pas de quoi il parle. Je vous ai dit, je ne suis pas, je ne suis pas le plus éloquent des sachants, mais Dieu m'a fait grâce. Donc, quand une merde pareille sort, il veut s'attaquer à Assimi Goïta. Attendez, il y a un autre maudit qui est là. Alors donc, quand il y a une merde pareille qui sort, qui veut s'attaquer à Assimi Goïta, et qu'il est dans le faux, notre devoir. Alassane Ouattara voulait prendre le pouvoir en 1993 sans élection. Et lui dit, les djihadistes veulent prendre le pouvoir sans élection. Donc Alassane Ouattara était djihadiste. En 1999, 24 décembre 1999, juste quelques mois avant, je frapperai ce pouvoir moribond et tombera comme un fruit pourri. Qui a dit? Alassane Ouattara. Seul un djihadiste menace, un terroriste, c'est celui qui crée la terreur. Et tenir des propos terroristes fait de quelqu'un un terroriste. Ouattara n'était-il pas terroriste en 1999 lorsqu'il a menacé le pouvoir de Gbagbo? Et ensuite, après l'élection de 2000, il a dit je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Et il y a eu le 19 septembre 2002, la tentative de coup d'État qui est devenue une rébellion. Un maudit comme ça, connaît-il réellement son pays?
un maudit comme ça, un soir ce Kéhi-là, connaît-il réellement l'histoire de la Côte d'Ivoire? Quand il s'attaque à Henri Konan Bédié, qui a attaqué le pouvoir de Bédié en 1999, Alassane Dramane Ouattara? Qui a attaqué le pouvoir de Laurent Gbagbo en 2002, Alassane Dramane Ouattara? Alors, maintenant, lui, il va nous dire, lui, il va nous parler, il va nous... C'est pas fini, hein? Et Touré, il faut laisser les maudits là, ça. Il faut le partager seulement. Faites monter seulement le mercure. Partagez seulement. Partagez seulement. Partagez. J'ai pas fini, hein? Il y a un élément important ici que vous devez voir. Et puis ensuite, on va continuer avec le reste. Voilà. Un autre élément que je voudrais porter à votre connaissance. Attendez. Écoutez ici. Partagez, partagez. Écoutez bien, le maudit de Kéhi Goul, l'irrationnel, l'incompétent, celui qui effraie les moutons, et puis on l'appelle, on le reçoit. Nous, on a l'éloquence du discours, Dieu soit béni, gloire à Dieu. On a encore la compréhension de notre histoire, Dieu soit béni. On est une sorte de bibliothèque pour les générations à venir, gloire à Dieu, louange à son Seigneur. Donc, quand des mécréants, des pourritures et des merdes sortent, ils veulent présenter au Ouattara, nous avons le droit, l'obligation et le devoir moral de dire qui est réellement Ouattara. Denon Fologo a parlé de Ouattara qui voulait violer la Constitution en 1993. Je vous ai parlé du coup d'État de 1999. Je vous présente Alassane Ouattara dont parle Kone Zakaria. Et attention, écoutez bien ici. Kone Zakaria dit quelque chose. Ensuite, nous allons écouter Soro Guillaume et je vais vous faire revenir en arrière sur l'attentat du Fokker 100. Qui est à l'origine? J'ai toujours dit son nom, mais Soro Guillaume vient de lâcher une bombe dans son intervention du 31. Beaucoup de gens n'ont pas suivi. Il a parlé comme c'était une causerie débat, c'est passé inaperçu. Mais nous allons dire qui est réellement Ouattara. On va continuer. On va continuer. Écoutons bien. Écoutez, hein. Partagez, 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 écoutez bien.
estimé. Mais donc, nous menons ni sayama katimito kapasi, ni menons sayama. Moi, ni salana, ni salam sans ni mort le cochon. Donc, ni kan ni sayama. Donc, ni maintenant. Le président de l'Amérique, au Bénin de Jamana Kolofani, faut qu'à Athènes, Abidjan. Et comme on reprend, maintenant, on dit le quartier là-tout, Jamana Kono. Mais, moi, je suis un marfa d'ama. Ah, elle a gagné. Bon, moi mon débat est fini ici. Donc, cette merde, cette pourriture là de Gueye quoi la même là, Gueye Côte d'Ivoire ou bien Gueye Mélène, c'est une merde. Peut-être qu'au RHDP, ils n'ont pas l'intelligence qu'il faut, les personnes qu'il faut, ils n'ont pas le verbe qu'il faut, ils n'ont pas certainement les références historiques qu'il faut. Donc, des gens comme ça là, lui il va nous parler, lui il nous dit, c'est son comportement qui m'a amené à sortir ça. Et vous allez écouter ceci. Attendez, on a fini avec toi mon ami. Toi tu es une merde, toi tu es un déchet. Donc, il s'est attaqué à, comme je le dis, il s'est attaqué au président Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta n'a pas fait une rébellion. Assimi Goïta n'a pas divisé son pays pendant près de 8 ans avec une rébellion. Assimi Goïta n'a pas mis sur un pays tiers ou un pays frère ce qu'on appelle l'embargo. Sur son propre pays, il a imposé l'embargo sur les médicaments. Il a fait bloquer le compte de la Côte d'Ivoire à la BCEAO. Combien d'Ivoiriens en sont morts? Alassane est un criminel à tout point de vue, un manipulateur à tout point de vue, un irresponsable à tout point de vue. Tu veux comparer cet homme-là à Assimi Goïta? Tu veux le comparer à Assimi Goïta, un homme qui, aujourd'hui, à cause d'Assimi Goïta, la puissante France a changé sa posture. J'ai fait le direct avec vous la dernière fois, le 30, avant le 31. Emmanuel Macron est sorti, il dit l'ordre mondial a changé. On ne peut plus se comporter comme avant. On doit respecter désormais nos partenaires. On doit regarder avec beaucoup de respect désormais l'Afrique. Parce que la Chine est là, la Russie est là, l'Inde est là. On ne peut pas ignorer la présence de la Russie et de la Chine en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre. Et si nous perdons, notre histoire va disparaître. Si nous perdons, notre civilisation va disparaître. Si nous perdons, notre nation va disparaître. Si nous perdons, c'est l'Europe qui va disparaître. Emmanuel Macron l'a dit. Mais vous croyez que si Emmanuel Macron avait été reçu par Assimi Goïta, selon la volonté d'Emmanuel Macron, est-ce que vous croyez réellement que Macron allait tenir le discours qu'il a tenu le 30? C'est parce qu'Assimi Goïta a amené Emmanuel Macron à la réflexion, à une simple réflexion. Et ce jour, je vous ai dit que Macron vient de... Et moi, juste après mon intervention, comme je vous ai dit, par la grâce de Dieu, je sors toujours le premier. Et je bénis Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Quand après moi qui est sorti, après Serge Daniel, de RFI, il est sorti, il a dit quoi? Il dit, Emmanuel Macron risque de trahir la CEDEAO. Parce que c'est Emmanuel Macron qui pistonne la CEDEAO contre le Mali. Et Emmanuel Macron dit, on ne peut plus continuer à faire ça. Donc, en d'autres termes, la France ne va plus pistonner. Donc, la CEDEAO doit réfléchir par 2 fois avant de prendre une décision. Et la CEDEAO risque d'être perdante. La dernière fois, je vous ai fait une démonstration simple. Aussi bien qu'avec l'Algérie et la Guinée, le Mali ne sera pas perdant. C'est vrai que le Mali est un pays enclavé. Mais le Mali aujourd'hui est l'un des pays les plus riches au monde en matière de ressources du sous-sol. Et si jamais le sous-sol malien doit être exploité et que la France a une même mise derrière les décisions de la CEDEAO, vous croyez que la France va perdre des marchés à cause de quoi? À cause d'Alassane Ouattara? À cause de la CEDEAO? La France aujourd'hui a intérêt à s'entendre avec le Mali. La France a intérêt aujourd'hui à s'entendre avec les autorités maliennes pour ne pas perdre en termes de contrat par rapport aux richesses du sous-sol malien. Parce que les richesses du sous-sol malien, maintenant que le monde est au courant, forcément sera exploitable dans peu de temps.
Mais si vous vous êtes montré comme notre ennemi, en quoi est-ce que vos compagnies viendront dans notre pays exploiter notre sous-sol? Pourquoi on va vous donner ça? Non. Les premières... Parce que la Russie ne veut même pas ça. La Russie veut avoir la même mise dessus avec la Chine pour que l'Europe soit soumise à la domination de la Russie. Et la Russie va proposer un contrat d'égal à égal, 50-50, contrairement à l'Europe qui nous donne 10% et qui prend 90%. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à prendre ce risque avec la CEDEAO? Non. Attendez, il y a un maudit, je dis rien devant ton père. Il faut... Abdoul Savané, va dire à ton père de t'éduquer, c'est parce que tu sais que ce que je dis est vrai et tu dis ça. Mais comme tu es maudit, tu ne peux pas faire ce que je fais. Tu n'as ni l'intelligence, ni la sagesse, ni la connaissance. Tu veux sortir, mais je te bloque aussi simplement que possible. Maintenant, va créer ta page et puis il faut faire tes directs. Attendez, il y a un maudit qui doit partir là. Alors donc, voilà un peu la réalité. C'est ça la réalité. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que Emmanuel Macron va oser trahir le Mali pour s'allier à la CEDEAO et perdre demain? Alors que le même Macron dit, on doit revoir notre position. On doit changer. Si l'ordre mondial, si on ne change pas, l'ordre mondial établi va changer. Et si l'ordre mondial établi change, nous serons perdants. Le Mali vient de déclencher une situation qui interpelle le monde entier à une saine réflexion. Les gens croient que le fait que les États-Unis ont suspendu la Guinée, l'Éthiopie, le Mali, de l'Agora, vous pensez que... Mais le Mali envoie combien là-bas? Non, disons la vérité. Combien le Mali? L'Agora là, c'est vrai, tu es dedans, c'est tout. Mais est-ce que ça pèse en termes d'économie pour le Mali? Est-ce que c'est important en termes d'économie pour le Mali? Pas du tout. Alors, maintenant, nous allons revenir sur Kibaforé sur Guillaume qui a dit quelque chose de fondamental. Continuez de partager les gars. On va écouter Soro ici. Et ensuite, nous allons décortiquer. Mesdames et messieurs, les responsables de délégation... Partagez les gars, faites monter le mercure. De UK, que nous avons vu, le RGPS avec Yao Soumaïla. J'espère que les autres délégations vont nous rejoindre. J'ai vu les préoccupations que vous avez évoquées. J'ai entendu quelqu'un dire sa tristesse parce que je suis en exil. Je vous demande de ne pas être triste, car l'exil fait partie de la vie des hommes politiques, des hommes d'État. Beaucoup avant moi ont été en exil. Et c'est pourquoi, quand encore j'étais au pays, j'étais contre l'exil. Je ne suis pas à mon premier exil. Je suis à mon 3e exil. Et c'est pourquoi je vais vous rassurer que alors Alassane Ouattara a été en exil. Ce n'est pas moi qui le dis. Attendez. Alors, vous écoutez, partagez les gars, partagez. D'abord, gardez ça en esprit. Ne perdez pas ça, hein. Gardez ça en esprit, ce que le président Kibaforé Soro a dit. On revient encore pour... C'est autant de babou. Voilà. Donc, la question de l'exil, vous l'avez bien entendu, n'est-ce pas? La question de l'exil de Kibaforé Soro Guillaume, il a son 3e exil. Est-ce que je voudrais que vous reteniez? Et ensuite, il a parlé des grands hommes. Quand il a parlé des grands hommes, bien entendu, il faisait référence comment on appelle ça, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
et au Christ, qui ont tous connu l'exil avant de rentrer triomphalement au bercail. Mais on va écouter Soro Guillaume. Il y a un autre élément encore plus important qu'il nous donne. Je vais essayer de faire, comme on appelle, un ramassis pour faire un décortiquage et un décryptage beaucoup plus méthodique. Mais le tout dans un tout. Voilà. On va écouter ici. Celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Partagez les gars, faites-moi. Celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes, il considère que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et partagez les gars. Celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Bon, on va continuer. On va continuer. Vous savez, ça fait plaisir d'entendre ceci. Ça fait énormément plaisir. Lorsqu'Alassane Ouattara est arrivé tout fraîchement de la BCEAO, bonsoir à toi ma chérie Clemcia. Lorsque Alassane Ouattara est arrivé tout fraîchement de la BCEAO, et que de son poste de président interministériel après les élections de 90, vous vous souvenez, il a été propulsé puisque la constitution de l'État de Côte d'Ivoire ne prévoyait pas à l'époque un poste de premier ministre. Donc le temps que cela soit accommodé avec la réalité, c'est-à-dire la constitution étant réadaptée, donc Alassane Ouattara a été nommé premier ministre. Dans sa fonction de premier ministre, c'est lui-même qui s'est mis à rechercher une maison. À l'époque, Alassane a vu une maison. La maison appartenait à la famille de Boni Claverie, au papa de Daniel Boni Claverie, que vous connaissez très bien. Et la maison à l'époque, on parle de 1990, a été achetée à 300 millions de nos francs. Et l'acquisition de cette maison par le Premier ministre, les journaux de l'opposition en ont fait véritablement un écho. Tout le monde en a parlé. Et Alassane Ouattara est sorti à la télévision. Il a dit quoi? Il dit, pour un Premier ministre de Côte d'Ivoire, la maison qu'il aurait dû avoir devrait être plus. 300 millions n'est rien. Que lui devait avoir une maison de milliards. Il a dit. Il a dit. Donc, Ouattara, qui a bénéficié de l'État de Côte d'Ivoire pour l'achat de cette maison, parce que c'est l'État qui a acheté cette maison. Et cette maison est revenue à Alassane Ouattara. Donc, c'est un principe de continuité. À Finguessan, je crois que c'est un peu parallèle, un peu, je crois, je ne connais pas trop, mais je suppose que c'est la même chose.
La même chose pour l'autre, comment il s'appelle, celui qui est mort, Charles Konan Bani, je crois, la même chose. Et puis Seydou Diarra, je crois, la même chose, qui ont tous été Premier ministre. Alors, pourquoi Ouattara n'a-t-il pas saisi la maison de Charles Konan Bani? Pourquoi Ouattara n'a-t-il pas saisi la maison de, comment il s'appelle, Afingessa? Pourquoi n'a-t-il pas saisi la maison de Diarra Seydou? Pourquoi c'est la maison de Soro Diop? Posez-vous cette question. Pourquoi cette maison? Qu'est-ce que cette maison avait d'irrégulier, avait comme irrégularité? Moi, j'ai un ami qui m'a appelé, avec qui j'ai longuement discuté avant la fin de l'année. Il dit Keïta, je suis au courant de cette affaire des maisons. Et puis, ce qui est paradoxal, ce qui est même criminel, ce qui est même inconcevable de la part de quelqu'un qui se dit intellectuel, cette maison ne porte même pas le nom de Soro Guillaume. Cette maison ne porte même pas le nom de Soro Guillaume. Comment vous pouvez saisir la maison d'une autre personne parce que c'est Soro qui habitait là? Il dit franchement, je travaille avec Ouattara, il dit j'ai même participé à l'élaboration de tout ce qu'il faut pour le RHDP, là, j'étais dedans. Il dit, mais c'est dangereux. Il dit, c'est un pouvoir qui n'a pas d'avenir. Ils sont trop méchants et dangereux entre eux là-bas. Mais comme Soro va le dire plus tard, des gens ont œuvré pour que le Soro soit condamné à vie, soit rejeté, mais c'est mal connaître la main de Dieu. C'est mal connaître la volonté de Dieu. C'est ignorer carrément ce que Dieu est Dieu. Dieu décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, sans demander qui que ce soit, à qui que ce soit. Alors, cette maison, je voudrais que ce soit clair. Ouattara lui-même, il a puisé dans les caisses de l'État pour s'acheter une maison. Et cette maison qu'il a achetée, il vient de la rénover récemment à hauteur de 9 milliards. Donc, posons-nous cette question. Est-ce que c'est la justice qui était recherchée ou c'est la vengeance? Est-ce que c'était la justice ou la vengeance? C'était tout sauf la justice. Je suis au pouvoir, je fais ce que je veux. Waouh! Ça me rappelle le retour d'un certain Dadis Kamara de Ségouba Konaté. Lorsque Alpha Condé se tapait la poitrine, lorsqu'il était méchant avec l'opposition, il devenait... Et ce qui est marrant sur ces voyous de présidents irresponsables, ces vieux, sans cervelle, sans intelligence. Je viens. Non, je t'achète rien. Quand je pars, tu me laisses finir d'abord. Je lâche. Donc, quand ces vieux présidents-là, ferme la porte. Acheter quoi? Tu me fatigues trop. Donc, quand ces vieux présidents irresponsables agissent comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alpha Condé ne s'imaginait pas partir de la sorte. Mais Ouattara croit-il qu'il va échapper à la justice divine? Ouattara croit-il qu'il va échapper? Pourquoi cette haine et cette méchanceté? On va continuer d'écouter, hein? C'est pas fini. Il y a un élément important que je fais. Pour un receleur, il me criminalise. Je suis à mon 3e exil. Et je sais que je rentrerai tôt ou tard dans mon pays grâce à Dieu. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes bavarder. Oui, on veut réconcilier Guillaume, on veut faire ceci. Je ne suis pas contre la réconciliation. Je suis pour la réconciliation. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations. Je suis allé de Marcoussis à Accra, Pretoria, Ouagadougou, Lomé, pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire.
je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose lorsque on prétend me condamner à perpétuité? 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Alors, Soro Guillaume me ramène à un élément important. Depuis 2008, Ouattara a été informé que cette maison, Laurent Gbagbo, et c'est, vous savez, l'homme, souvent, lorsqu'on croit bien faire avec Ouattara, on se poignarde soi-même. Je répète, souvent, quand on croit faire bien avec Ouattara, on se tue soi-même. On se fout soi-même un poignard dans le ventre, dans le cou, whatever. Ouattara, c'est un homme qui est foncièrement jaloux. C'est un homme qui est foncièrement méchant. Il est envieux. Il envie. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le complexe. Il a ce complexe d'infériorité. Oui, Ouattara est atteint du complexe d'Oedipe. Le complexe d'infériorité. Ce qui le rend envieux, jaloux, plein de haine, de méchanceté. La maison que Soro t'a montré depuis 2008, Ouattara cherchait un moyen, comment toi, petit comme ça, là, c'est la maison, ça l'a tué. C'est pourquoi Ouattara ne cesse de rénover sa maison tous les jours aux frais du contribuable. Parce que Ouattara veut avoir une maison qui dépasse de loin la maison. Parce que la maison de Soro, là, je ne sais pas si vous avez vu, il recevait les gens là-bas quand il a démissionné. Mais imaginez si Soro veut réellement transformer cette maison-là. Regardez l'immensité de la cour. Comment il peut réaliser, c'est-à-dire ce qu'il peut faire avec cette maison. Ouattara, c'est un homme qui est envieux et jaloux. Donc, depuis 2008, Ouattara cherchait l'occasion. C'est pas fini. Ouattara cherchait l'occasion de s'accaparer de cette maison. Mais au moment où on va se rendre compte là, vous allez voir tout de suite, ils vont lancer une procédure de saisie, prendre cette maison. Vous allez voir tout de suite que Ouattara va, au moment de vous rendre compte, la maison est passée. Mais Ouattara, tu fais pour toi, Dieu fait pour lui. Où est la paix à son âme, hein? Je ne me moque pas des gens qui sont décédés, que leur âme repose en paix, mais juste pour vous rappeler un ordre divin. À peine la sœur d'Amadou Gon Coulibaly est morte, celle qui était DGR du port autonome d'Abidjan. À peine elle est morte, la sœur de Ahmed Bagayoko aussi vient de mourir. Entre-temps, les deux hommes aussi sont morts. Hein? Gon est mort, Ahmed est mort, leurs deux sœurs sont mortes. Qui va rester? Quand vous faites vos trucs là, réfléchissez. Réfléchissez. Que vous n'êtes rien d'autre que la poussière. Une goutte de spermatozoïde, comme j'aime le dire souvent. Vous n'êtes rien d'autre que ça. Vous allez disparaître comme vous n'avez jamais existé. Vous allez partir sans même laisser de traces. Tes deux collaborateurs, tu as ta main dans leur mort. Quoi qu'il en soit, nous on dit c'est Dieu. Ils sont partis. Les deux sœurs aussi sont parties. Toi-même, ta sœur, elle est internée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle est en quête de folie. Ouattara, ta propre fille est paralysée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Son mari l'a quittée.
la femme de ton fils David, elle est décédée. David lui-même, on sait. Donc, quand tu vis ce drame-là, psychologique dans ta propre famille, Ouattara, cela ne te donne pas leçon. Cela ne te donne pas leçon. Quand tu regardes la vie de tes enfants, là, est-ce que tu dois être un père fier? Tu dois te poser des questions. Le mal que tu fais autour de toi, et pourtant Ouattara, je t'avais averti. J'ai dit, avant que Dieu ne te frappe, Ouattara, Dieu va commencer d'abord dans ton entourage pour que tu te repentes, pour que tu sois habité par l'humilité, pour que tu mettes bas la terre. Mais si tu refuses, c'est là que Dieu va te frapper et tu seras l'homme le... J'ai dit, ta mort sera une mort humiliante. Ta fin sera une fin humiliante. Moi, je t'ai dit, Ouattara, j'ai dit, Dieu ne va pas venir comme ça. C'est autour de toi d'abord, parce que tu as une autorité que lui-même il a établie. Mais tu fais mauvais usage de l'autorité dont tu t'as fait la grâce. Il t'a confié la gestion pour un temps. Le pouvoir, il te donne pour un temps. Le pouvoir, il n'est pas éternel. Il t'a donné ça de façon temporaire. Mais toi, tu crois que c'est ta force, c'est ta puissance. Tu n'as pas de pitié. Vous cassez maison des gens. Vous mettez les gens au dehors. Des gens sont morts à cause de vous. Vous vous en fichez. Vous n'avez aucun remords. Dieu vous regarde. Mais autour de toi, Ouattara, il faut regarder. Si ce n'est pas les enfants de Dominique, toi-même tes propres enfants, Ouattara, il faut les regarder. Quand tu regardes Catherine, Fanta Catherine, là, toi-même, là, tu ne te poses pas des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma fille soit comme ça aujourd'hui? Pose-toi une question. Ah, tu vas dire que c'est maladie, elle est quittée où? Sinon, autour de toi, il y a beaucoup de gens qui marchent, hein, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas paralysés comme Fanta Catherine. Mais tu continues à s'aimer le mal, le tort autour de toi. Et tu crois. Ça, c'est ta famille, ce sont tes enfants. Parce que la mort de ta belle-fille, la femme de ton fils David, c'est une mort suspicieuse. De toute façon, elle est morte là. Toi, il faut te poser la question. Oh, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, Ouattara, tu vas payer ça tôt ou tard. Le tort que tu fais là, tu vas payer ça tôt ou tard. Ça, c'est une réalité. Kandia Kamara, il ne faut pas va se presser. Pour Kandia Kamara va commencer. Kandia, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Voilà, et Dieu va t'allumer. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Kandia. Arrête d'agir Diabati. Toi, j'étais toujours interpellé pour que tu parles à Ouattara. Mais tu as toujours joué les miettes, tu ne parles pas, tu es là. Il faut prier Dieu aussi, arrête d'agir Diabati. Il faut prier Dieu. Donc, on va continuer d'écouter Soro. Oh là là, j'ai pas... Même si c'est 30 secondes, qu'il considère que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de bambous que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là. L'ancienne maison où le président Bédier logeait. De faire cette opération régulière. Oh là là, d'accord, c'est pas grave, on va... Alors donc, voilà un peu la réalité de la maison, en ce qui concerne la maison du président qui va forer Soro Guillaume, et ce que Ouattara l'a fait. Mais il y a une partie où Soro a parlé d'une situation que je voudrais rapidement évoquer avec vous. Hein? On va épargner cette fois-ci de montrer une vidéo. Il a dit, si vous avez suivi, ceux qui se sont, même ceux qui ont attaqué son avion, il dit, il les connaît, ils sont dans l'armée. Ceux qui ont commandité l'attaque contre son Fokker 100, ceux qui ont fait tirer une roquette contre son avion lorsqu'il atterrissait à Boaké, ils sont en Côte d'Ivoire dans l'armée. C'est de qui il parle? Koné Zakaria. Et je vous ai toujours dit, Soro n'a fait que dire ça aujourd'hui ouvertement. Mais ça fait depuis combien de temps? Ça fait 1 ou 2 ans que je vous ai déjà dit que Koné Zakaria, à la demande d'Alassane Ouattara, est celui
qui a commandité l'attaque contre le Fokker. Et Soro dit, j'ai pardonné. Le président Gbagbo voulait dévoiler les résultats de l'enquête. Soro a dit non. Parce que si les résultats de l'enquête étaient dévoilés, Alassane serait épinglé. Soro n'a pas voulu. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, vraiment, je ne sais pas quoi, mais Soro, c'est bizarre. Mais un homme qui a fait ça pour vous, un homme qui sait que vous avez votre main dans l'attentat, mais Soro même, je dis que Soro même, ce qui arrive aussi un peu à Soro, on peut dire aussi que c'est la faute à Soro. Mais quelqu'un qui a tenté de vous tuer, sinon Zakaria c'est un analphabète, Zakaria c'est un bougnoul, Zakaria c'est un idiot, Zakaria connaît quoi? Zakaria, tout ce qu'il connaît, c'est exécuter. Et Zakaria était dans cette rébellion-là. C'est lui qui s'est proposé. Et il était là pour veiller aux intérêts de Ouattara. Ce sont les Zakaria, contrairement à Ouattao, je crois à Chérif et à 2 ou 3 autres, ceux qui s'opposaient au dialogue direct avec Laurent Gbagbo, Zakaria était leur tête de file. C'est eux qui ne voulaient pas. C'est eux qui ont fait croire que Soro a trahi la cause. C'est pourquoi l'avion de Soro a été pris pour cible. Mais une roquette qui chicote votre avion, l'avion n'explose pas, la roquette n'explose pas, c'est une bénédiction de Dieu. C'est que Dieu a un destin pour vous. C'est comme quelqu'un qui subit un accident mortel. Pratiquement des gens autour de lui sont gravement blessés ou morts, mais lui, il sort indemne. Cette personne-là, Dieu a un destin pour la personne. Ça n'arrive pas comme ça. Nous croyons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous disons. Maintenant, Ouattara, Soro savait bel et bien. Et moi, je regarde Soro, je suis dépassé. Comment tu sais que quelqu'un comme ça a voulu te tuer, mais toi, tu as bousillé ton avenir pour lui? Je peux le dire parce qu'en te proclamant comme chef de la rébellion, pendant que celui qui a voulu te tuer, c'était lui. Mais je ne sais pas pourquoi Soro a protégé Ouattara, sachant bien que Ouattara a tenté de le tuer. Et moi, c'est ce que j'ai du mal à saisir chez Soro Guillaume. Comment l'engagement de l'homme était profond. Comment sa détermination et son combat étaient véritablement profonds. Comment il a vraiment aimé ce monsieur-là. Et c'est comme ça que Ouattara le paye. Donc Ouattara, si tu ne sais pas, les moutons du RHDP, vous qui êtes là, donc nous, on sait que c'est Ouattara qui a commandité l'attentat contre l'avion de Soro Guillaume. C'est le même Ouattara qui voulait encore le liquider. C'est le même Ouattara qui a tenté encore de l'empoisonner. Donc Soro, il a échappé à tout ça. Donc Soro, tout compte fait, Dieu t'aime beaucoup. Sinon, il y a longtemps, Ouattara t'aurait terminé. Alors moi, la question que je me pose, comment tu as pu pardonner à Ouattara et tu espères que Ouattara te pardonne comme toi? Vous n'avez pas la même éducation. Ouattara dit, hey, dégage, ça va, ça là-bas, le bruit, la vision. Donc, Ouattara ne peut pas. Ouattara ne peut pas pardonner comme toi, Soro. Tu as reçu une éducation religieuse. Tu as reçu une éducation à la maison. Ton éducation, ta façon. Ouattara n'a pas connu ça. Je ne dirais pas qu'il était mal élevé, c'est pas du tout. Mais quel genre d'éducation Ouattara a reçu? Quel genre d'éducation il a donné à ses enfants? Pour que lui, à son âge, il soit incapable de pardonner. Soro a parlé du cas de Yassine Yadema. Mais il n'a pas parlé du cas de Houphouët-Boigny, qui est un exemple vivant. Il n'a pas parlé du cas d'Henri Konan Bédié, qui est un exemple de chez nous. Gbagbo Laurent, qui est un exemple de chez nous. Simon Évé Gbagbo, qui est un exemple de chez nous. Mais qui est Ouattara qui ne pardonne pas? Qui est Ouattara qui n'accepte pas? Qui est Ouattara qui refuse? Quel est ce Ouattara-là? Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Nous sommes le 3. Marquez ça. Réfléchissez là-dessus. Si Ouattara ne commence pas à adopter une position d'homme, humble, soumis à la volonté de Dieu, qui pardonne, Ouattara, je ne sais pas si 2022 là, va voir la fin du mandat de Ouattara. Je peux me tromper, je souhaite que je me trompe. Sinon, Ouattara, il va avoir de sérieux problèmes en 2022.
Je dis Ouattara risque d'avoir des... Et je veux me tromper. Mon souhait même que je me trompe. 2022 là, Ouattara risque d'avoir couleur dedans. Parce que quand on dit 2022 là, n'attendez pas que demain matin ça s'accomplit. Même à la dernière seconde, comme Soro a dit, même si ça reste 3 minutes, 3 secondes, quelque chose peut se produire. Tant que le moment exact n'est pas arrivé, même à une seconde de ce moment-là, quelque chose peut se produire. Donc, Ouattara, il a intérêt. C'est pas les Ivoiriens, ils s'amusent. Le double jeu de la réconciliation, de la manipulation, du mensonge, là, ça va se retourner contre Ouattara lui-même. En tout cas, 2022, là, beaucoup de choses risquent de surprendre les Ivoiriens. Mais comme moi, je vous aime bien, on a besoin de repos. On va se reposer tous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.